Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus. Il est 8h16, le petit déjeuner politique ce matin. C'est Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord, porte-parole du Rassemblement National et de la campagne de Marine Le Pen. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour monsieur, bonjour madame. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors on va bien sûr parler notamment des conséquences pour les Français de la guerre en Ukraine. On va également parler de la campagne présidentielle. Vous allez nous dire si Marine Le Pen se rapproche des 500 signatures. Mais d'abord, revenons sur cette décision de Vladimir Poutine de mettre en alerte la force de dissuasion nucléaire russe hier. Est-ce qu'elle est à prendre à sérieux cette menace de recourir à l'armement atomique? Ça vous inquiète ? Bien sûr, il faut prendre au sérieux tout ce que dit Vladimir Poutine, puisque nous avons été, il faut bien le dire, surpris par l'attitude de Vladimir Poutine dernièrement. Et moi, j'en profite pour d'abord avoir une pensée pour le peuple ukrainien qui vit sous les bombes désormais, mais aussi pour condamner ce que fait Vladimir Poutine. Je crois qu'il ne faut pas d'ambiguïté en la matière. Et moi, nous condamnons avec Marine Le Pen ce que fait Vladimir Poutine. Maintenant, il faut trouver une solution diplomatique. C'est la seule chose. Alors, on voit qu'il y a des pourparlers qui vont peut-être commencer en Biélorussie. Matin, ouais, a priori. Il faut s'en féliciter. Tout ça est à prendre avec beaucoup de mesures parce que on n'est pas dans la tête de Vladimir Poutine. Et force est de constater que l'individu est pour le moins surprenant. En tout cas, du côté de l'Occident, pour le moment, on est sur le mode des sanctions. L'Union européenne, hier soir, avec un certain nombre de sanctions, avec cette première dans l'histoire de l'Union européenne de débloquer des sommes d'argent très importantes pour les armements en Ukraine. Est-ce que là, au-delà des sanctions financières qui avaient été déjà annoncées, est-ce que c'est le meilleur moyen finalement de mettre un terme à cette guerre, à ces tensions en Ukraine, la meilleure des solutions ? Je dirais deux choses. D'abord, ce qu'il faut éviter, c'est de pousser Vladimir Poutine vers la Chine, dans les bras de la Chine. Alors, c'est pas fait d'ailleurs. Hein. Je veux dire, la Chine elle-même est visiblement dans une position contrastée. Mais c'est qu'il faut, oui, aux sanctions. Mais ce qu'il faut, c'est éviter que les sanctions sanctionnent les Français. C'est-à-dire qu'en matière d'énergie, en matière de hausse du prix du blé, par exemple, moi, ce que je ne souhaite pas, ce que nous ne souhaitons pas, c'est avoir un impact qui touche le portefeuille des Français qui déjà est bien impacté. Déjà, les Français ont un pouvoir d'achat qui est bien impacté depuis un certain nombre d'années. Si en plus les sanctions que nous mettons vis-à-vis de Vladimir Poutine, elles ont pour conséquence un renchérissement du coût de la vie et des énergies qui ne serait pas lié qu'à cela, hein, d'ailleurs, en France, je pense qu'on se trompe de chemin si c'est cela. Mais bien sûr qu'il faut des sanctions contre Vladimir Poutine. Il faut être. Mais ça veut dire qu'on va trop loin déjà sur la question des sanctions, vous pensez, ou juste non, pour c'est clarifier pas votre du tout ce que je dis. Non, il faut que ce soit bien calibré. Il faut que les sanctions n'impactent pas les Français. C'est ça, il faut que ce soit bien calibré. Alors, il y a automatiquement, ces sanctions, elles vont avoir des répercussions sur les Français. Non, par exemple, quand vous fermez l'espace aérien russe, vous pouvez imaginer que les sanctions ne puissent pas être immédiatement en conséquence pour les Français. Mais lorsque, effectivement, on est sur toutes ces histoires liées à l'énergie, eh bien, on voit bien, parce qu'on est dépendant en partie du prix du gaz, enfin de l'importation de gaz en France, je crois que c'est entre 17 et 20%, on se dit qu'effectivement il y aura un renchérissement du coût du gaz en France, raison pour laquelle je pense les pouvoirs politiques français en place, le gouvernement doit prendre aussi en parallèle des dispositions pour contenir tout cela, raison pour laquelle nous, par exemple, nous considérons avec Marine Le Pen qu'il faut baisser les taxes sur les énergies en France à 5,5, parce que c'est un renchérissement des énergies, et bien si on arrive à faire baisser les taxes, si le gouvernement baisse les taxes, eh bien on retrouve quelque chose de plus équilibré. Donc voilà ce que je dis. Oui, à des sanctions, bien sûr, il en faut. Attention à ce qu'elles soient bien calibrées. Mais alors sur la question, par exemple, des vols russes qui ne peuvent pas survoler l'espace européen, c'est quand même sur les sanctions qui vont pas peser par rapport à la Russie. Il y a d'autres types de sanctions, vous l'avez vu. Mais rappelons-nous simplement, je crois que c'était en 2014, lorsque des sanctions avaient été prises contre la Russie, c'était les agriculteurs français qui en avaient souffert en premier. Ouais. Si on pouvait éviter ça, si on pouvait faire en sorte de ne pas avoir de sanctions qui nous pénalisent nous-mêmes en premier lieu, eh bien, ce serait quand même mieux. L'Union européenne qui a par ailleurs décidé d'interdire les médias russes présents sur son sol, RT, Russia Today et Sputnik, en l'occurrence, vous pensez quoi ? Je pense qu'il faut laisser ça, aux professionnels, notamment de l'audiovisuel, juger ça, mais ça me questionne sur deux points. D'abord, est-ce que ça ne va pas faire monter l'idée d'un complotisme affirmé ? C'est-à-dire que si on arrête RT, est-ce que
les gens vont pas dire, on arrête RT parce que il y a un autre message. Donc faisons attention, c'est toujours pareil. Faisons attention aux autres messages qui sont envoyés. Ça n'a jamais été fait, par exemple, pour Al Jazeera, qui est aux mains du Qatar, le Qatar qui a financé beaucoup, ou qui finance encore beaucoup l'islamisme. Ça n'a jamais été fait pour Al Jazeera. Le faire pour RT, est-ce que c'est utile ou pas? Sincèrement, je m'en remets, j'allais dire, aux règles de l'audiovisuel en ce sens, c'est-à-dire est-ce que ce média est suffisamment impartial, respecte bien toute la déontologie que lui fixent les règles du monde audiovisuel français. On verra. Je ne suis pas sûr que ce soit la sanction type qui fasse reculer Poutine. Ça, le bilan, en tout cas, côté ukrainien, hier soir, on indiquait 352 morts parmi les civils, 14 enfants depuis le début de ce conflit. Aujourd'hui, 7 millions d'Ukrainiens déplacés, au moins 100 000 personnes réfugiées hors des frontières du pays. Qu'est-ce qu'il faut faire, Sébastien Chenu, de ces réfugiés? Est-ce qu'il faut les accueillir en France en partie? Il faut appliquer la Convention de Genève via le Haut-Commissariat aux réfugiés. Ça, c'est, j'allais dire, assez classique. On est typiquement dans le cadre de la Convention de Genève. On n'a jamais souhaité sortir de la Convention de Genève. Donc, la Convention de Genève, via le Haut Conseil aux réfugiés, permettra d'accueillir un certain nombre de réfugiés sur les pays qui sont d'abord les plus proches, évidemment, et peut-être au-delà. Sébastien Chenu, ce matin, Emmanuel Macron convoque un nouveau conseil de défense. Il vous donne quelle impression, le président de la République, face à cette crise? C'est une double impression. Moi, j'ai eu le sentiment d'avoir eu un président et l'heure n'est pas du tout aux polémiques, voyez-vous. L'idée, c'est pas de commencer à faire des polémiques à ce sujet, mais j'ai eu l'impression que le président a perdu un peu de temps pendant ces 5 années. Donc, il a tâtonné. Il n'a pas beaucoup repris les accords de Minsk et donc qui avaient été négociés par son prédécesseur, par Hollande. Et il les a pas fait vivre aussi bien vis-à-vis de la Russie que de l'Ukraine. Et aujourd'hui, il bouge. Il n'y a pas eu beaucoup de succès en ce qui le concerne, mais je ne vais pas, on est dans un moment sensible. Notre rôle n'est pas, quand on est responsable polémique, d'allumer des polémiques justement sur ces sujets-là. Chacun sait ce qu'on pense d'Emmanuel Macron, de sa façon dont il gère notre pays. Ça n'a pas été un diplomate hors pair pendant ces 5 années. On l'a pas vu remporter de grands succès diplomatiques, mais pour l'instant, laissons-le agir, même si le passé nous éclaire et c'était pas formidable en ce qui concerne ces 5 années. C'est-à-dire que demain, pour le débat qui aura lieu à l'Assemblée nationale et au Sénat, vous allez faire bloc derrière le gouvernement, puisque vous dites qu'il n'y a pas de polémique, en tout cas sur ce sujet-là? Mais l'idée n'est pas de se mettre à critiquer la France. Le président de la République, dans ces cas-là, il représente la France. Donc, par conséquent, on n'affaiblit pas la voix de la France. Donc, on ne se lancera pas, nous, au Rassemblement national, dans des polémiques qui affaibliraient la voix de la France. Donc il ne faut pas compter sur nous pour ça. Nous sommes des gens responsables. Marine Le Pen, peut-être dans quelques semaines ou quelques mois, présidera notre pays, gouvernera le pays. L'idée n'est absolument pas d'affaiblir la voix de la France. Donc ça veut dire que l'idée, c'est d'avoir un point de vue constructif, finalement, dans ce débat-là, du côté du Rassemblement national, en tout cas. Oui, mais sur la politique internationale, nous l'avons toujours été. Alors, en tout cas, pour faire bloc, Éric Zemmour propose à Emmanuel Macron de nommer Sarkozy, Hubert Védrine comme médiateurs internationaux pour la paix. Vous en pensez quoi de cette proposition? Mais vous voyez, tout ça, c'est de l'agitation politicienne. Aller rechercher Nicolas Sarkozy, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il n'a pas été couvert de succès en ce qui concerne la Libye. Hubert Védrine, qui est un grand diplomate français. Je vois pas bien à quoi ça correspond. Enfin, le président de la République, c'est lui qui représente la France, qui a la maîtrise de ce dossier des affaires étrangères. Je comprends pas bien. Alors peut-être Monsieur Zemmour n'a peut-être aucune idée. Donc il demande à ce que d'autres en aient pour lui. Madame Pécresse dit la même chose. Enfin, tout ça, c'est de l'agitation. Moi, je dis pas d'agitation. N'affaiblissons pas la voix de la France par des propositions qui sont, somme toute, extrêmement anecdotiques. Vous avez parlé de Valérie Pécresse, qui vous a pas mal ciblé, le Rassemblement national et notamment Marine Le Pen tout au long de ce week-end. Alors, est-ce des agitations ou pas? En tout cas, elle a dit honte à eux, notamment dans son discours ce week-end en Normandie. Elle a pointé du doigt non seulement Marine Le Pen, mais aussi Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon. Il choisit de défendre Vladimir Poutine. C'est ce qu'elle a dit. Moi, je choisis l'Ukraine et la démocratie. Vous pensez quoi de... mais j'aimerais bien là encore, c'est de l'agitation. Qu'elle prenne un peu de hauteur, Madame Pécresse. Alors je sais que depuis le débat du Zénith, c'est pas facile, mais ce type d'aboiement politicien, aboiement, moi je m'en réfère à Douglas, son chien, votant, ne sert pas le débat public. Madame Pécresse, on a compris, elle est pas solide. Voilà, elle est pas solide. Elle a pas grand-chose à proposer. Quand les agriculteurs lui parlent, on le voit sur les réseaux sociaux, elle tourne la tête, elle s'en fout complètement. Elle est pas capable de tenir un discours. Je veux
C'est-à-dire, elle était porte-parole de Monsieur Fillon. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les liens entre Monsieur Fillon et la Russie aujourd'hui sont extrêmement proches. Donc, pas de leçons, pas d'aboiement, pas de polémique stérile, un peu de hauteur, Mme Pécresse. C'est pas comme ça qu'elle va donner l'image de quelqu'un de solide pour gouverner le pays. Hein, sincèrement, si elle pense que les gens ont une image d'elle comme quelqu'un de solide, moi j'aurais pas envie de confier les clés de la France à Mme Pécresse. Hein. Pour autant, vous niez pas d'une certaine façon les accointances qu'il y a eu par le passé entre Marine Le Pen et Vladimir Poutine. Elle avait été, on s'en souvient, au Kremlin en 2017 à Moscou pour le rencontrer. Et puis elle avait eu plutôt des propos c'est pas d'éloge à son sujet à l'époque. Non mais deux choses. D'abord, Marine Le Pen, effectivement, elle a rencontré Poutine en 2017, lorsqu'à un moment, on a vu Poutine comme étant l'un des alliés possibles pour lutter contre l'islamisme sur la planète. Et je pense qu'elle n'était pas la seule. D'ailleurs, je vois que Jean-Pierre Chevènement, qui aujourd'hui apporte son soutien au président de la République, a été décoré par Poutine. Le ministre de la Culture d'Emmanuel Macron lançait encore il y a quelques semaines les saisons russes. Donc, je veux dire, l'idée qu'il y ait une relation avec la Russie de Vladimir Poutine nous semble normale. Mais vous savez, ce qu'il faut, en fait, c'est à la fois avoir une relation avec la Russie qui repose sur le fait d'être craint et respecté. C'est ça, cette espèce d'équidistance. On a des relations avec les États, mais il faut que ces États nous craignent, mais en même temps nous respectent. C'est valable pour la Russie de Poutine, c'est valable pour les États-Unis, c'est valable pour la Chine. Et Marine Le Pen, c'est toujours ce qu'elle a développé, c'est cette espèce d'équidistance, c'est-à-dire avoir une voix indépendante. Mais pour avoir une voix indépendante, il faut être capable de parler à ses leaders politiques. C'est vrai qu'Emmanuel Macron, en 5 ans, il n'a pas beaucoup parlé à Vladimir Poutine. Ça nous aurait peut-être servi davantage. Marine Le Pen, c'est l'équidistance, le respect et la crainte dans les yeux de nos partenaires. C'est ce qu'elle disait notamment vendredi quand elle affirmait ce qu'il a fait est éminemment à propos de Poutine condamnable. Ça change en partie la vision que je peux avoir de lui, mais n'ayons pas de mépris. C'est-à-dire il y a ce côté juste milieu parce qu'il n'y a pas de condamnation. Effectivement, on ne s'attendait pas à ce que Poutine envahisse l'Ukraine. J'écoutais encore Jean-Marc Ayrault il y a quelques heures qui disait on ne s'attendait pas, qui a été ministre des Affaires étrangères, on ne s'attendait pas à cela de Poutine. Donc évidemment, ça change notre regard sur lui. Mais simplement, si c'est pour se mettre à insulter, à mépriser, etc., c'est pas comme ça qu'on va sortir d'un conflit qui fait peur à tout le monde. Donc pas de mépris, pas d'insultes, pas de polémique, une position claire, responsable. La France doit être à équidistance des autres grandes puissances. La France doit se faire craindre, elle doit se faire respecter et en même temps, elle doit pouvoir avoir ce discours vis-à-vis de ses partenaires et des autres puissances. En tout cas, Marine Le Pen n'est pas disqualifiée, comme le dit notamment Damien Abad, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, sur justement son passé avec Vladimir Poutine. Non, mais je crois pas. Mais d'ailleurs, si on regarde les relations des uns et des autres avec Vladimir Poutine, tout le monde a eu des relations et c'est bien normal, encore une fois, avec Vladimir Poutine. Enfin, il est le président russe. Il est bien normal qu'on traite avec le président russe. Donc voilà, je pense que ceux qui essayent de tirer vers le bas se trompent et je suis pas sûr que les Français leur témoignent beaucoup de reconnaissance. Bon, la grande question aussi pour Marine Le Pen, aujourd'hui, c'est les 500 signatures. On en est où de ces parrainages? La date limite, je rappelle, c'est vendredi. Alors, c'est dur. Mais je suis confiant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours difficile. Au moment où nous parlons, moi, je peux pas vous affirmer que nous ayons les 500 signatures. En revanche, il en reste à peu près on en a vu beaucoup. Sincèrement, je peux pas vous avancer un chiffre. On en a vu beaucoup arriver ce week-end. Sur le terrain, nos élus, nos militants sont allés en chercher. On a vu que ça remontait beaucoup. Il y a une décrispation. Donc, je pense qu'on va tutoyer les 500 dans les heures qui viennent. C'est-à-dire, oui, dans les prochaines heures, on n'est pas très loin, je pense. Je pense qu'on n'est pas très loin. Je suis confiant. Mais on a encore besoin que ça arrive. Hein. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin du parrainage éventuel de François Bayrou qui annonçait qu'il... moi, je suis tout à fait reconnaissant à François Bayrou d'avoir pris cette initiative. Il proposait de parrainer Marine Le Pen. Voilà. Si nous n'en avons pas besoin, nous en sommes très heureux. Si nous en avons besoin, eh bien nous nous tournerons vers sa signature. Mais je suis confiant, mais il en faut encore quelques-unes. Comment vous expliquez plus de 42 000 maires réélus qui peuvent parrainer et au final, cette difficulté-là pour Marine Le Pen d'obtenir 500 parrainages, 500 signatures? Oui, difficulté pour d'autres aussi. Les maires subissent des pressions et ne veulent plus, passez-moi l'expression, ils nous le disent, être emmerdés. Voilà ce que les maires nous disent régulièrement. On en a assez. On subit des pressions de nos présidents d'agglo en particulier, pas de leur population. Hein. Vous savez, les gens ont bien compris ce que c'était qu'un parrainage, mais ils subissent des pressions, souvent des pressions politiques, et ils en ont ras-le-bol. Après, on avait un maire du Gers, maire de Mouchamp, Christian, qui nous disait aussi c'est une façon pour nous, pour certains maires en tout cas, comme les électeurs, de s'abstenir quand on n'a pas
quand on fait appel à nous finalement tous les 5 ans, et puis entre chaque élection, on n'existe plus. Non, alors d'accord, donc il faut changer la règle, parce que si vous avez une règle et des joueurs qui ne veulent pas jouer avec cette règle du jeu, il faut changer la règle alors. En tout cas, si elle est candidate et élue, a priori candidate, ça va dans le bon sens, effectivement, Sébastien Chenu. Et élue, Marine Le Pen, elle propose quoi notamment sur cette question urgente avec la crise, la guerre en Ukraine, sur les questions de pouvoir d'achat pour les Français et pour l'agriculture aussi, pour nos agriculteurs? Oui, je vous l'ai dit, la première des propositions de Marine Le Pen, la toute première, notamment dans un calendrier qu'elle a déjà imaginé, c'est la baisse de la TVA à 5,5 sur toutes les énergies, parce que ce sont des biens de première nécessité. Aujourd'hui, on ne peut pas ne pas imaginer pouvoir se chauffer ou se déplacer. Le coût de l'essence en particulier et de l'électricité explose. Sa première décision, ce sera une baisse de la TVA à 5,5% sur ces énergies. Et puis il y a tout un autre pan du programme qui est tourné notamment vers les jeunes, pas d'impôt sur le revenu jusqu'à 30 ans. Enfin, il y a la réindexation des retraites aussi qui est très importante. On a toute une batterie qui est vraiment destinée à rendre aux Français leur argent. Merci beaucoup, en tout cas, Merci, Sébastien monsieur. Chenu, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes député Rassemblement National du Nord, porte-parole du RN et de la campagne donc de Marine Le Pen. Merci à vous.